Итак, дорогие друзья, еще раз добрый Chers день. amis, bonjour encore une fois. Aujourd'hui, nous continuons le cycle de rencontres avec ces invités clés de la science russe et les spécialistes dans le domaine de l'exploration spatiale. Je suis ravi de constater que l'académicien Michel Maroff, académicien de l'Académie des sciences, éminent spécialiste dans le domaine de la mécanique et de la physique, de l'espace, de l'étude, de la modélisation mathématique et des environnements spatiaux, a accepté d'être notre invité. Ce scientifique de renommée mondiale joue un rôle de premier plan dans le développement et la mise en œuvre du programme à long terme de recherche spatiale en URSS. Avec son implication directe, les premières études sur Vénus et Mars ont été réalisées. Je voudrais également déclarer avec fierté que nous avons un deuxième invité, ancien secrétaire général de l'Union astronomique internationale, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, Thierry Montmerle. Et on a une surprise agréable à la fin de notre rencontre où nous avons invité à intervenir un grand spécialiste de l'UNESCO, Anna Sidorenko, chef de l'unité des traités pour la protection du patrimoine culturel, un des auteurs de l'initiative thématique de l'UNESCO, l'astronomie et le patrimoine mondial. Nous sommes tous, on nous entend tous. Ne parlez pas en même temps. Anna Sidorenko nous parlera de l'initiative thématique de l'UNESCO, l'astronomie et le patrimoine mondial. Elle le fera en coopération avec Olga euh, Loujnievskaya. Et nos invités sont des initiateurs et co-auteurs de ce programme de l'UNESCO. Le modérateur de notre rencontre en ligne, c'est Nicolas Pillet, un passionné, très compétent, qui est le créateur et le rédacteur du web portail français cosmonautica.com. Et en plus, il parle russe. C'est un enthousiaste et popularisateur de l'exploration de l'espace et popularisateur des études russes et un grand connaisseur de l'épopée spatiale de l'humanité. Et à la fin des interventions, vous pourrez obtenir des réponses à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans le chat de notre conférence. Aujourd'hui, nous ne pourrons accepter qu'une ou deux questions qui arriveront les premières ou alors qui seront les plus intéressantes parce qu'on a aujourd'hui un programme très élargi. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, de quel pays, ça serait important pour nous. Permettez-moi encore une fois de vous saluer tous, de vous souhaiter une discussion fructueuse, intéressante, de belles impressions et je passe la parole à notre modérateur Nicolas Pillet. Eh ben, merci beaucoup, Constantin. Avant de commencer, je voudrais donc d'abord juste remercier le Centre culturel russe à Paris d'avoir organisé cet événement et de m'avoir donné l'opportunité de réaliser l'interview de M. Maroff et de M. Montmerle, à qui j'aurais des centaines de questions à poser, mais malheureusement, vous m'avez limité à 1 heure et demie. Donc, je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit. Alors, je vais tout de suite commencer, pour économiser mon temps de parole, je vais tout de suite commencer avec une question pour M. Maroff. Mikhail Yakovlevitch, vous avez fait partie d'une organisation extrêmement importante dans le secteur spatial soviétique qui s'appelait le MNTS POKAI, alors qui n'est pas du tout connu, mais qui était très importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le rôle du MNTS POKAI? Ну, МНТС. Alors, ce conseil, en fait, c'est un sigle. Il s'agit du Conseil interministériel scientifique et technique relatif aux recherches spatiales. Ce n'était pas un organe étatique, mais il a été créé sur décision du gouvernement de l'Union soviétique. Et à la tête de ce conseil, on a placé le président de l'Académie des sciences russes, Mstislav Keldysh. Et c'est cela qui a défini dans une large mesure une grande autorité et un statut important de cette organisation.
pendant de longues années, j'ai eu la possibilité d'être non seulement membre, mais secrétaire scientifique de ce conseil. Et cela voulait dire que je devais participer directement à toutes ces activités menées par le conseil. Et il y avait plusieurs membres. En tant que vice-président adjoint de Keldysh, c'était Sergei Korolev, notre ingénieur en chef, un véritable pionnier de l'exploration de l'espace. Et il y avait ces membres de ce conseil légendaire des ingénieurs en chef. C'était ces gens qui dirigeaient d'autres organisations qui assuraient le travail dans l'espace. Et parmi les membres, il y avait des directeurs de grands instituts de recherche, de bureaux d'études importants. Il y avait parmi ces membres de grands scientifiques de l'Académie des sciences. Voilà. Donc, et cela a été une des pages les plus tendues et les plus passionnantes de ma vie, quand j'ai eu la chance d'interagir de manière étroite avec toutes ces personnes et participer à ces activités que devait réaliser le Conseil. Il s'agissait de développer tous ces programmes spatiaux, scientifiques et appliqués, et en même temps, il fallait évaluer les projets qui devaient être validés par le Conseil avant d'être réalisés par ces organisations de conception et ces bureaux d'études. Donc, c'est ça qui définissait, en fait, c'est ça qui faisait que l'autorité et le statut de ce Conseil était très élevé. Régulièrement, on organisait des discussions. Le Conseil participait à l'élaboration de différents concepts importants réalisés par le pays dans l'espace. Il y avait même des projets, comment dirais-je, de science-fiction qui étaient envisagés. Mais évidemment, on mettait l'accent sur les possibilités réelles qui existaient à l'époque et qui étaient réalisables, et donc beaucoup a été réalisé avec du succès. Et pendant deux décennies, l'Union soviétique a été leader en matière d'études de l'espace. Tout à fait, non, je vous remercie. Alors, j'ai beaucoup étudié votre biographie. Pendant un certain nombre d'années, vous avez dirigé une organisation qui est très mystérieuse, qui faisait partie de l'Institut de mathématiques appliquées, l'IPM, et cette organisation s'appelait le Secteur 14. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer quel était le rôle de ce fameux Secteur 14 de l'Institut de mathématiques appliquées? Oui, bien sûr. Ce n'est pas un hasard si j'ai dit que ce temps était un temps très tendu de ma vie. Mais j'étais jeune et j'avais beaucoup de force, et donc j'avais des forces pour mener conjointement plusieurs activités à la fois. Et donc, et un des points les plus importants qu'il y avait à l'époque, et il faut dire que j'étais soutenue par Monsieur Keldysh, auprès duquel j'avais beaucoup appris, et je le considère comme mon maître, mon grand maître, et ces leçons de Keldysh concernaient la science, le domaine scientifique et aussi la vie, et j'essaye de suivre tous ces principes. J'essaie de suivre aussi son attitude par rapport à la vie, par rapport aux gens, et ça reste toujours un étalon pour moi. Et Keldysh, non seulement il était président du conseil sur les recherches spatiales dont j'ai parlé, mais il était en même temps le directeur de cet institut de mathématiques appliquées créé par lui. Et après donc sa mort, il porte son nom, cet institut. Et c'était un des instituts les plus importants du pays. Et son nom, Institut de mathématiques appliquées, en dit long.
Et dans cet institut, on étudiait, on évaluait ces problèmes qui demandaient des méthodes mathématiques, qui demandaient une évaluation détaillée mathématique de tous ces problèmes qui étaient posés devant l'Institut. C'était aussi ce problème atomique, nucléaire. L'Institut a participé à la création de la première bombe atomique et bombe à hydrogène, et c'était aussi le problème spatial. C'est cet institut qui a fait les premiers calculs concernant la mise en orbite des satellites, concernant donc les premiers vols sur la Lune et les planètes du système solaire. Et c'est cet institut qui a proposé ces méthodes mathématiques de modélisation qui demandaient des approches efficaces. Et aussi ces machines de calcul électronique qui étaient créées au sein de cet institut. Et souvent, ces idées importantes de cet institut étaient réalisées sur des prototypes de ces systèmes de calcul. Et puis ensuite, ça a été transmis à d'autres organisations plus spécialisées et devenait largement utilisé. Mais le plus important par rapport à cet institut, ce qu'on peut considérer comme des pas pionniers, et c'était ces complexes de programmation qui étaient créés au sein de cet institut. Ces complexes de programmation, ces modèles de calcul, ça a été utilisé comme base pour beaucoup de domaines liés au progrès scientifique et à la création de ces nouveaux systèmes qu'on devait ensuite introduire dans notre vie. Et un des départements de cet institut que vous avez appelé secteur 14, un de ces départements qui a été créé par Keldysh, qui s'intitulait département de la mécanique appliquée, de la recherche sur les planètes et de l'aéronomie. Et parallèlement à cela, un autre département a été créé, département de l'astrophysique, et Keldysh a invité, pour diriger cet département, Keldysh a invité Yakov Zeldovich, un grand scientifique, et j'ai eu la chance de communiquer souvent avec lui, et j'ai appris beaucoup auprès de lui, beaucoup de ses idées qu'il soutenait, qu'il promouvait, et donc j'ai réussi à mener de front plusieurs activités scientifiques et activités organisationnelles. Ce n'était pas un temps facile, une période facile. Seule ma jeunesse me permettait de tenir. Alors mes journées étaient très chargées et elles incluaient non seulement cette interaction avec un grand nombre de personnes, non seulement le travail organisationnel, mais ça comprenait aussi des recherches sérieuses dans le domaine de l'exploration de l'environnement spatial terrestre. Ça concernait aussi le plasma spatial, l'interaction avec la radiation solaire, magnétique, et tout ce complexe de problèmes, on l'appelle l'aéronomie. En France, il y a même un centre qui est dédié à cela, avec lequel j'ai beaucoup interagi à l'époque. Et il s'agissait de premières recherches spatiales concernant les planètes. Et donc, dans ce domaine, mon département a beaucoup travaillé, et nous avons rencontré ces problèmes d'ingénierie, et pour la résolution desquels on a utilisé ces méthodes mathématiques. On a calculé le système donc concernant le revêtement de protection thermique pour l'atterrissage sur Vénus. Et donc ce complexe est devenu la base pour nos activités ultérieures que donc j'ai pratiqué après, quand j'ai pu me concentrer donc sur les recherches scientifiques après la mort de Keldysh. Mais Keldysh a contribué grandement dans ce domaine de mon activité. À l'époque, j'étais
j'étais pas encore docteur, j'étais même pas docteur, mais j'ai travaillé 46 ans au sein de cet institut et durant toutes ces années, cela a été un travail scientifique très tendu, très dense. J'ai eu la chance de créer un collectif de travail extraordinaire. C'était surtout des étudiants, des thésards, et grâce donc à leur expérience, il y a toute une activité dans différents domaines qui est basée sur leur expérience. Mes élèves sont diplômés par cet institut, sont promus de cet institut, travaillent en France, en Allemagne, et je suis très fier que j'ai pu leur donner cet amour non seulement à la science, mais aussi à leur profession, à leur qualification qu'ils utilisent dans leur travail actuel. Donc, en conclusion, je dois dire qu'en dehors de l'activité scientifique, j'ai fait aussi du travail pédagogique à l'époque. Donc, tout ce travail très élargi que je réalisais à l'époque, en même temps, je travaillais comme pédagogue, comme professeur aussi. Donc, ça me demandait énormément d'abnégation, énormément de dévouement. Je partais jamais en vacances ni en week-end. J'avais pas de jour de congé. Donc, je me souviens, à la fin des années 50, quand ma fille était née, j'étais pas un bon père. Moi, j'avais pas participé à à son éducation. Je partais tôt, quand j'arrivais le soir, elle dormait aussi. Donc, une fois quand une réunion s'est terminée un peu plus tôt que d'habitude, donc j'étais rentré vers 20h du soir, elle n'était pas encore au lit, donc elle est arrivée dans l'entrée de l'appartement et en clignotant des yeux, elle m'a posé une question. Papa, qu'est-ce qui est arrivé? T'as été licencié de ton boulot, t'as été viré. Voilà, donc c'est un souvenir très fort que j'ai gardé et ce genre de souvenirs ont accompagné ma vie pendant très longtemps, mais c'était un temps formidable, magnifique, que j'aurais jamais échangé contre quelque chose d'autre. Eh bien, je n'en doute pas. Alors, je vais me diriger maintenant vers Thierry Montmerle, qui donc lui est en France. Alors Thierry, bonsoir. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer quel a été votre parcours et en particulier, je voudrais que vous reveniez sur un point particulier de ce parcours. Vous avez été le secrétaire général de l'Union astronomique internationale, l'UAI en français. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le rôle de l'UAI et comment un peu elle fonctionnait dans l'époque dont parle Mikhail Yakovlevitch, à savoir cette époque des années 60-70 de la grande course à l'espace. Oui, bonsoir Nicolas. Alors, disons comme parcours, je ne vais pas vous raconter tout mon parcours, sauf peut-être un point important, c'est que la fusée de Tintin 1954 a été un moment important dans ma passion pour l'espace et les choses extraterrestres. Pour l'IAU, donc l'UAI en français, Union astronomique internationale, quelquefois je dis IAU par habitude parce que c'est l'anglais, est en fait une organisation importante qui regroupe tous les astronomes du monde entier. Elle a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale pour réunir tous les astronomes, comme d'autres unions scientifiques ont cherché à réunir tous les scientifiques dans d'autres domaines, la biologie, les mathématiques, etc. Mais c'est une organisation qui fonctionne au contraire de beaucoup d'autres avec des membres individuels. C'est-à-dire que pour moi,
l'Union astronomique internationale, c'est une union internationale des astronomes, c'est-à-dire c'est une union qui cherche à être un forum pour promouvoir, encourager les collaborations, en faire naître parfois, amener dans le club astronomique mondial des scientifiques qui sont quelquefois dans des pays qui n'ont pas les moyens que nous avons de recherche via des collaborations, mais qui peuvent surtout, à l'époque moderne, contribuer beaucoup à la science internationale via les réseaux informatiques, etc. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est une organisation qui, quand elle est née, comptait environ 250 membres, alors qu'elle en compte presque 14 000 maintenant. Alors évidemment, nous sommes 100 ans après et les changements ont été absolument gigantesques, mais il faut garder cette idée de nombre d'astronomes parce que ça a influencé évidemment les relations entre les pays et notamment à l'époque que vous évoquez, le climat général international, c'était la guerre froide. Alors en Europe, c'était dominé par les relations avec l'Union soviétique de l'époque, c'est-à-dire et les crises qui avaient lieu principalement à cause de Berlin. La question de Berlin a été au centre des débats. Et évidemment, les astronomes ont toujours vocation à avoir des relations aussi peu politiques que possible, scientifiques, tout le temps, mais on ne peut pas non plus faire l'impasse sur le contexte politique de l'époque. Et la course à la Lune a évidemment été à la fois une aventure scientifique et aussi une aventure politique qu'on pourra peut-être évoquer un peu plus avant avec Michael tout à l'heure. En tout cas, à l'époque, l'UAI comprenait à peu près 5000 astronomes, c'est-à-dire le tiers de maintenant, ce qui était déjà assez respectable. Et elle avait pour but, elle est toujours divisée en commissions scientifiques, en commissions thématiques, qui portaient sur les étoiles, sur les galaxies, etc. Et il y en avait une en particulier qui va nous intéresser ce soir, qui était une commission sur la Lune. Elle avait été créée, en fait, pour une raison qui paraît triviale. A priori, c'est ce qu'on appelle la nomenclature lunaire, c'est-à-dire donner les noms aux cratères, aux failles, aux mers, etc. Toute la Lune telle qu'on la voit. Alors, dans ce qui suit, pour résumer, je parlerai essentiellement des cratères, mais quand je dis cratères, c'est tous les détails topologiques de la Lune. Ça ne se limite pas aux cratères, mais disons, je parlerai des cratères comme pour simplifier un petit peu. Et donc, dans un premier temps, les cratères lunaires, donc les noms ont été attribués par différents astronomes qui avaient différents instruments, et pendant très longtemps, les cartes lunaires étaient faites à la main. Et évidemment, c'était quelque chose qui était très difficile parce que chaque intervenant avait, disons, chaque astronome avait à sa disposition un crayon et du papier. Évidemment, alors, j'ai un petit problème, je ne vois plus l'image. Voilà. Vous aviez disparu dans l'espace extraterrestre. Voilà. Et donc, il y avait vraiment un problème de savoir, disons, différents cratères, surtout vus en perspective près du bord de la Lune, par exemple. Certains, on s'est rendu compte plus tard qu'ils n'existaient même pas. Donc, la photo est arrivée pour figer un petit peu l'aspect de la Lune, et il a fallu se mettre d'accord pour les noms qu'on donnait aux cratères de la Lune et aux autres détails topologiques. Bon, ça, bizarrement, ça ne s'est fait qu'en 1935. C'est en 1935 que l'IAU a donné non seulement des noms qui étaient considérés comme définitifs parce que faits par la communauté des spécialistes lunaires au niveau mondial de l'époque. 1935, c'est aussi l'année où l'Union soviétique et les républiques socialistes soviétiques sont devenues membres de l'IAU. Donc en fait, il se trouve qu'à l'époque, elles n'avaient pas vraiment, au moins pas directement, les astronomes soviétiques n'avaient pas directement participé au nom de la Lune, mais c'était des noms la plupart du temps historiques. Il s'agissait de faire des choix entre des noms qui avaient été donnés bien avant, mais simplement mettre de l'ordre là-dedans. Donc, un travail un peu de dictionnaire, de moine, qui n'était pas forcément passionnant, mais qu'il fallait faire. Mais ce travail n'avait pas énormément d'applications pratiques, c'était simplement une question de science, de savoir nommer les choses comme on le fait pour des plantes, des fleurs, des animaux, etc. Et puis voilà que la Deuxième Guerre mondiale arrive, que les fusées ont été développées en Allemagne principalement, donc les puissances victorieuses
et à commencer par l'Union soviétique d'une part, les États-Unis d'autre part, puis l'Angleterre, la France, etc., ont chacune essayé d'avoir les savants allemands avec eux, quelquefois en jetant un voile pudique sur leur passé nazi, comme c'était le cas de Werner von Braun, par exemple. Tout ça s'est retrouvé après la guerre. L'UAI, disons, a pu renaître de ses cendres dans les années 50 à peu près, dans un climat mondial apaisé par rapport à la guerre mondiale, mais extrêmement tendu au niveau international. Et donc, je passerai très rapidement sur les différents épisodes, mais évidemment, le coup de tonnerre qui a amené un petit peu l'Union astronomique internationale sur le devant de la scène au niveau scientifique, c'était évidemment le lancement du premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik, qui avait été lancé par les soviétiques. Quand on lit l'histoire, c'était Korolev qui avait poussé à ça, parce qu'il avait des fusées capables de le faire, mais c'était lui qui avait l'idée de dire ça va frapper le monde, d'avoir un satellite, alors que les politiques à l'époque, c'était Khrouchtchev, et qu'ils n'étaient pas du tout convaincus que faire des missiles intercontinentaux pour des bombes, c'était mieux que de lancer des espèces de petites boules dans l'espace. Et en fait, ça a été un choc absolument extraordinaire. Un souvenir personnel, moi j'étais encore en tout début de lycée et ça a été comme si la foudre m'était tombée dessus, c'était absolument magique, c'était absolument fantastique. Alors, le lancement de Spoutnik, c'était 4 octobre 1957, donc 40 ans après le 40e anniversaire de la révolution russe, enfin soviétique. Et puis 2 ans après, pour le 42e anniversaire et le 2e anniversaire du lancement de satellite, j'aime beaucoup cette idée des anniversaires, c'était très très joli, eh bien une fusée a été très tôt lancée, toujours les mêmes types de fusées intercontinentales, hein, au lieu de la lancer sur un continent, on le lance autour de la Terre, et puis ensuite, elles sont suffisamment puissantes, moyennant une charge relativement réduite, pour aller jusqu'à la Lune. Et voilà qu'en 1959 sont transmises à la Terre les premières photos de la face cachée. Et ça a été la grande révolution, c'est la révélation de la face cachée. Évidemment, on savait qu'elle existait, cette face cachée, mais quel était son aspect? Est-ce qu'elle ressemblait à la face qu'on voit? Est-ce qu'elle ressemblait à autre chose? On ne savait pas du tout. Et les premières photos sont arrivées, évidemment, par rapport aux critères actuels, elles étaient de qualité très médiocre, mais n'empêche qu'on voyait déjà un certain nombre de structures, on voyait des critères qui ont été des cratères, et ces cratères, sur les photos, ils étaient une demi-douzaine à peu près visibles sur des photos, disons, floues qui avaient été faites en passant. Hein. C'est un survol de la Lune, ce n'est pas du tout une mise en orbite qui permet de faire des photos tranquillement, confortablement, etc. Pas du tout. C'était passer à travers la Lune, prendre une trentaine de photos dans des conditions difficiles, avec une télémétrie un peu balbutiante, tellement la distance était grande, mais c'était absolument extraordinaire. Et du coup, au niveau de l'IAU, qui a une de ses missions, c'est de donner des noms aux objets célestes ou de les approuver s'ils sont proposés par d'autres personnes. Et donc, la question qui s'est posée immédiatement, c'est comment allait-on baptiser les cratères lunaires? Et là, il y a eu déjà une petite dispute, disons, il faut dire, avec l'Union soviétique, parce que, suivant la tradition des grands explorateurs, les Russes, les Soviétiques à l'époque, ont donné tout de suite des noms aux cratères sans demander l'avis de l'UAI. Donc l'UAI n'était pas contente parce qu'elle disait mais non, vous ne pouvez pas faire comme ça, il y a des règles qui remontent à 1935, on est d'accord pour que vous donniez des noms, mais il faut les faire approuver, enfin il y avait un petit peu de choses qui auraient été très faciles à faire, mais au début ça a créé une petite tension, et en tout cas, ça a décidé, cette commission sur la Lune, à prendre les choses en main. C'est une commission qui avait à la fois des Américains, des Soviétiques, et elle était dirigée par quelqu'un que Nicolas peut-être vous connaissez, qui s'appelait Audouin Dollfus, qui était un astronome français qui avait fait des voyages en ballon. Enfin, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, avec un petit côté tournesol, il faut bien dire. Même s'il était très sérieux et pas très drôle, mais c'était quelqu'un d'assez extraordinaire.
Et donc l'IAU a entériné les premiers noms des critères de la Lune donnés par les Soviétiques. Il n'y avait pas moyen de faire autrement, soyons honnêtes quand même. Et en fait, je vous indique juste pour l'anecdote, mais c'est important, que parmi les premiers cratères, je vais y arriver, les premiers cratères nommés et approuvés finalement par l'IAU, il y avait Tsiolkovsky, évidemment, le grand visionnaire russe de l'espace, qui avait dit la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas rester toute sa vie dans son berceau. Et il a dit ça à peu près dans les années 1911, je crois, dans une lettre qu'il écrivait à un ami. Et puis, il y avait Jules Verne. Jules Verne a lui aussi été honoré dès la découverte de la face cachée de la Lune par un des grands cratères qu'on voyait malgré la mauvaise qualité des images. Mais ce qui était évident, c'est que bien sûr, donc c'était Zone 3 qui avait fait cette découverte, disons, qui avait envoyé ces photos, mais c'était clair qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, un enjeu majeur qui était en train de se décider. Et comme vous savez, cet enjeu majeur, c'était le fameux discours de Kennedy en disant « nous allons aller vers la Lune ». C'est non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile, et nous allons dans 10 ans mettre des hommes sur la Lune et les ramener sains et saufs au niveau de la Terre. Donc évidemment, c'était un défi absolument colossal, le discours de 1962, donc un petit peu après cette découverte, et ça a engendré des deux côtés une course à la Lune, avec notamment des engins de reconnaissance. Bien sûr, les deux parties, les deux grands joueurs qui étaient les Soviétiques d'une part et les Américains d'autre part, savaient bien qu'on n'envoie pas des gens comme ça sur la Lune sans préparation. Et parmi les préparations, il fallait reconnaître la Lune, il fallait savoir à quoi elle ressemblait, à quoi ressemblait la face cachée de la Lune. Et en fait, donc la commission très tôt s'est saisie de ce problème en disant là maintenant, leur commission qui avait des membres, donc comme je vous ai dit, internationaux, français, russes, anglais, américains, donc déjà un petit creuset de diplomates qui devaient se parler. Et la difficulté qui était, disons, insoupçonnée, c'est que la face cachée de la Lune contient beaucoup plus de cratères que la face visible. Donc le travail pour donner des noms aux cratères, même si on avait des idées, il s'annonçait comme étant colossal. Mais bon, les gens se sont mis au travail. Sur la face qu'on voit, il y a les grandes mers, par exemple, dans lesquelles il y a très peu de cratères. Il y en a des petits, donc après, il y a une question de dire quelle est la limite de la taille d'un cratère pour qu'on lui donne un nom plutôt qu'une coordonnée ou quelque chose comme ça. Bref, donc pour terminer cette réponse, le rôle de l'IAU à ce moment-là, à travers cette commission, et c'est un travail qui a duré, on va dire, pendant quasiment 15 ans, ça a été au fur et à mesure que les données, les photos données par les vaisseaux soviétiques d'une part et américains d'autre part, alors de plus en plus américains, parce que les Américains ont mis un terrible coup d'accélérateur vers la conquête de la Lune qui a fait que, en partie, mais en partie majeure, à cause du décès de Sergei Korolev en cours de route en 1967, je crois. En tout cas, le programme lunaire soviétique a marqué le pas. Et c'était important pour notre ami Mikhail, parce qu'à ce moment-là, la décision a été prise assez vite de renoncer à envoyer un soviétique sur la Lune, mais au contraire de s'engager dans une nouvelle aventure qui était complètement révolutionnaire, à mon avis, à cette époque, qui était d'envoyer des robots. Et c'était la première fois qu'on envoyait ce qu'on voit maintenant sur Mars, les petits robots américains, etc. À leur origine, leur lointain ancêtre, c'était les Lunar Rods, ces petits vaisseaux qui se promenaient, des espèces de baignoires à chenilles qui se promenaient sur la Lune. Et donc, là aussi, l'IAU avait un rôle important, mais alors déjà qui s'était établi avec l'expérience de donner des noms à ce qu'on voyait, etc. Donc voilà, donc l'IAU en fait s'est retrouvé devant un travail énorme qui a du reste eu des conséquences parce qu'après, alors je pourrais en parler surtout avec Anna, mais je ne le ferai pas ce soir, je crois qu'on n'aura pas le temps, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un débat qui s'est imposé venant des Nations Unies et de l'UNESCO en particulier, c'est qu'une fois que le débarquement sur la Lune a été réalisé, il y avait ces histoires de noms. Alors maintenant, tout le monde dit, mais alors on va aller sur les planètes, etc. On va devoir donner des noms partout. Donc l'IAU était là pour veiller au grain, mais à nouveau,
un nouvel acteur est arrivé, qui était les Nations Unies, avec l'UNESCO, disant mais non, 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 pas du tout, c'est pas vous qui êtes compétents, c'est nous, parce que nous représentons tous les pays de la Terre, et tous les pays de la Terre ont le droit de pouvoir donner des noms, et les noms qu'ils veulent. Et donc, il y a eu une crise, en fait, dont on a très peu parlé, mais je suis en train d'écrire un article là-dessus, dans lequel les Nations Unies, d'une part, et l'Union astronomique internationale ont été en conflit. Il y a eu vraiment une crise sur qui a le droit de nommer les cratères lunaires dans un premier temps. Alors, il y a des linguistes s'en sont mêlés, enfin, ça a été assez chaotique, il faut bien dire, mais ça n'est qu'en 1980, donc vous voyez, on est longtemps après l'arrivée sur la Lune, que finalement, avec des collaborations, avec, disons, la situation s'est arrangée, et finalement, les Nations Unies et l'UNESCO ont reconnu à l'IAU le droit et le mandat de donner des noms à la Lune et, par extension, sur les planètes, même si d'autres contestent éventuellement ce droit. Maintenant, ce droit est acté. J'ai trouvé des documents officiels de l'Assemblée générale de l'IAU en 1986, je crois, qui a acté cette mission de l'IAU de donner des noms. Mais ça a été une vraie bagarre. Donc voilà, donc toute cette histoire de nomenclature qui a l'air de rien, hein, c'est comme si on prenait une carte Michelin puis qu'on donne les noms des petits villages et tout. Eh bien, en fait, ça a été un enjeu scientifique, mais aussi un enjeu politique, bien sûr, parce qu'il y avait des pressions de tous les côtés pour pouvoir donner des noms. Et il y a eu à naviguer, disons, dans des circonstances assez inhabituelles, à la limite entre le scientifique et le politique, pour arriver à la Lune que nous connaissons maintenant, dans laquelle on a des milliers de noms qui ont été donnés de toute nature. Disons que ça, c'est peut-être une autre histoire si on voulait entrer dans le détail, mais elle est assez savoureuse. Ah bah merci beaucoup, c'est passionnant de vous écouter raconter ces histoires. Alors, vous avez beaucoup parlé donc, de cette grande époque, notamment de des premières photos de la face cachée donc, qui ont été prises en 1959. Alors, j'imagine qu'en 1959, quand vous étiez au lycée et que vous aviez entendu ça, vous ne le saviez pas, mais toutes ces choses-là, c'est-à-dire les premiers satellites autour de la Terre et les premières photos de la face cachée, et quelques années plus tard, Gagarine, tout ça a été fait par un bureau d'études très célèbre qui s'appelait l'OKB-1. Ça veut dire le bureau de construction expérimentale numéro 1, qui était dirigé par le légendaire Sergueï Korolev que vous avez évoqué. Alors, il se trouve que nous avons justement avec nous ce soir quelqu'un qui, pendant ces années-là, a travaillé à l'OKB-1. Mikhail Yakovlevitch, de 1958 à 1962, si mes informations sont exactes, vous avez travaillé pendant donc 4 ou 5 ans avec Sergueï Korolev à l'OKB-1. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel projet vous avez participé à l'époque et une petite question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez connu personnellement Sergueï Korolev? C'est une question très intéressante. C'est une des pages passionnantes de l'histoire de ma carrière. Bien sûr, j'ai travaillé au sein de ce bureau d'études au KB1 pendant environ 4 ans et je suis venue y travailler quand j'étais encore un jeune ingénieur en herbe et évidemment à l'époque Korolev était à son apogée, à l'apogée de sa gloire, au plus haut de l'hiérarchie. Il n'était pas question d'avoir des rencontres avec lui. Et j'ai travaillé au sein d'un des départements. J'avais un certain nombre de problèmes dont je devais m'occuper, mais cela m'a beaucoup aidé dans ma carrière ultérieure. Tout d'abord, en tant que physicien, donc je me suis occupé des réacteurs nucléaires embarqués et Korolev, qui était visionnaire, il pensait à l'époque que c'était absolument nécessaire comme moyen énergétique. Et grâce à ces réacteurs permettaient d'explorer l'espace, d'aller loin. Et il était un visionnaire. Et vraiment, c'était un de ces traits typiques.
un des traits de son caractère. Et il y avait un autre ensemble de questions, alors je ne vais pas en parler en détail. J'ai écrit sur certaines choses, sur certains problèmes, mais la chose principale ici, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler pendant 2 ans avec une autre figure légendaire. C'est Boris Rauschenbach, à qui Korolev avait confié la création de systèmes de stabilisation et d'orientation des engins spatiaux. Voilà Rauschenbach. Donc, le département de Rauschenbach, j'ai travaillé avec un collectif composé de personnes très douées, talentueuses, et j'ai eu l'occasion de participer et même de participer à certains développements, et j'ai même obtenu des résultats, même quand il s'agissait de brevets fermés. Et il s'agissait des systèmes d'orientation et de navigation pour nos premiers engins, premiers appareils qui étaient créés au sein du bureau d'études de Korolev. Et les premiers engins, les premiers appareils ont été lancés donc sur Mars et Vénus. C'était les engins un M, un V, un VA. Et ils n'ont pas atteint leur but malheureusement, mais c'était ces premiers pas hyper importants qui ont contribué au développement de notre programme planétaire et notre programme lunaire ultérieur. En fait, ces développements, ces idées ont servi de base à tous ces moyens robotiques qui ont été modernisés de manière importante sur la base de la documentation et des premiers échantillons de vol créés au sein du bureau d'études Korolev. Il s'agissait de ces appareils qui, 4-5 ans après, ont commencé à être fabriqués. Et ce travail était réalisé de manière plus détaillée, plus systémique. Et puis on a continué à les finaliser dans un autre bureau d'études de Lobakhin. C'est un bureau qui porte le nom d'un grand ingénieur constructeur, Semyon Lavochkin. Donc, pour continuer ce sujet abordé par Thierry, je peux dire que à cause de ma position, à cause de ma participation directe à ce conseil interministériel relatif aux recherches spatiales, donc ça m'a donné l'occasion de travailler non seulement avec Korolev, mais aussi avec Georgi Babakhin, de manière très étroite. Et quand à l'époque où étaient créés ces appareils qui sont devenus en fait les premiers dans nos recherches spatiales de Mars et de Vénus. Donc à l'époque, j'ai pu jouer ce rôle de quelqu'un qui non seulement a participé à la conception des programmes scientifiques, à la création d'appareils, parce que j'avais mes propres idées d'appareils qui pouvaient être installés, équipements qui pouvaient être installés sur ces appareils. Donc, il s'agissait aussi d'appareils avec des systèmes de service. Et donc, cette mission, cette activité m'a été confiée en 1966 par Keldysh. Et c'était ce rôle
qu'on appelle en Occident project scientist, scientifique de projet. Et dans ce rôle, j'ai participé à la création de tous nos appareils, à la création de tous nos appareils, et, donc pour explorer Mars et Vénus. Est-ce que je connaissais personnellement Korolev? Oui, mais j'ai commencé donc à travailler à ce bureau d'études au KB1 et j'ai commencé en bas de l'échelle. Donc, à l'époque, au début, je n'avais pas de contact direct avec les personnes les plus haut placées, les dirigeants les plus importants de cet organe, de cet organisme. Korolev, je l'ai connu personnellement quand j'ai commencé à travailler en tant que secrétaire scientifique du comité scientifique et technique relatif aux recherches spatiales. Et oui, j'ai pu ensuite communiquer beaucoup avec lui et j'ai gardé des souvenirs impressionnants de cette communication. Et vraiment, je considère que j'ai eu ce bonheur non seulement d'avoir Keldysh comme maître, comme mon professeur, mais aussi j'ai eu l'honneur de communiquer avec Korolev, de communiquer avec Yuri Gagarin. Ça a été une période passionnante. Et vraiment, oui, j'ai eu la possibilité de communiquer avec Korolev. Et cela, c'est un honneur pour moi, vraiment. J'ai eu une demande de la fille de Korolev, Natalia, avec laquelle on est amis, ma femme et moi. Ça fait des années qu'on a cette amitié avec elle. Et elle a sorti un livre extraordinaire de mémoire consacré à son père, qu'elle a intitulé « Mon père ». Et pour ce qui est de la première édition de ce livre, la préface a été rédigée par une autre figure légendaire, un des adjoints les plus proches de Korolev. Et il vient de nous quitter, en fait. Il s'agit de Boris Chertog. Et pour ce qui est de la deuxième édition de ce livre, Natalia Sergeyevna m'a demandé à moi d'écrire une préface. Et pour moi, cela a été un grand honneur parce que, vous savez, et à ses yeux, ça signifiait non seulement ma participation, mon implication tout au long de cette époque, mais aussi il s'agissait de signifier que j'ai eu ces relations étroites avec son père. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question concernant OKB1. Et actuellement, ça s'intitule RKK Energy et ça reste une des organisations les plus importantes concernant le domaine spatial en Russie, dans le domaine spatial en Russie. Et y compris, il s'agit de l'activité de cette organisation donc dans le domaine spatial. Et nous avons, grâce à cette organisation, des succès considérables dans la réalisation du programme de vol habité. Sergei Korolev y attachait beaucoup d'importance et cela s'est reflété non seulement dans le domaine des premiers lancements des appareils habités, Vostok, Soyuz, mais il s'agit de la création des stations orbitales, y compris cette expérience de la création de cette station Mir qui a fonctionné pendant longtemps et cela nous a permis de contribuer grandement à la création de la Station spatiale internationale. Alors, tout à fait. Donc, vous parlez de vol habité. Alors, d'abord, je vais vous montrer, donc pour ceux que ça intéresse, voici les livres dont Mirail parle, donc écrits par la fille de Sergei Korolev,
et qui raconte la vie de son père. Donc ça, c'est la première édition donc, qui est préfacée par Boris Chertok. Donc, Mikhail Yakovlevitch, vous parlez justement de vols habités. Donc, après le vol de Gagarine, le président américain John Kennedy a prononcé un discours célèbre que Thierry Monmerle évoquait, où il lance le défi d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. En Union soviétique, un projet similaire a été tenté. Malheureusement, il n'a pas réussi. Il n'a été tenté qu'en 1964. C'est-à-dire que les Soviétiques, vous n'avez commencé la course à la Lune que 3 ans après les Américains. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez commencé si tard? En fait, déjà, les premières discussions de nos possibilités et des moyens possibles techniques pour la réalisation de ce projet ambitieux d'envoyer un homme sur la Lune, tout cela, toutes ces discussions ont commencé presque tout de suite après le discours de Kennedy. Je le connais très bien, je le sais par expérience. Une autre question, c'est que la décision de commencer, de lancer ce programme, c'est-à-dire le décret officiel du gouvernement, est sorti beaucoup plus tard. Et en fait, une des causes à cela, c'est qu'il y a eu des discussions, des entretiens très longs entre Korolev et l'ingénieur en chef des moteurs, Valentin Glushko. Et ces discussions concernaient la question relative aux moteurs qu'il fallait installer sur le lanceur N1. Et donc, ces discussions entre ces anciens amis qui sont devenus en fait pratiquement antagonistes pour des problèmes techniques. Donc, en fait, suite à cette absence d'accord entre eux, nous n'avons pu gagner. Nous n'avons pas pu gagner cette rivalité avec les Américains concernant la course lunaire, parce que finalement, c'est Korolev donc qui a choisi ce lien entre 30 moteurs avec une poussée de 150 tonnes chacun pour assurer un tonnage de 110 tonnes par un lanceur N1. Cette stratégie n'a pas été la meilleure, en fait. Et si on avait pu se mettre d'accord avec Glushko et installer des moteurs de 600 tonnes, ça aurait demandé moins de moteurs et on aurait pu éviter tous ces problèmes techniques, donc avec les essais du lanceur après. Et une autre cause de notre perte, et Thierry en a parlé, c'est le fait que Korolev nous a quittés prématurément en janvier 1966. Et parce qu'il n'était pas seulement un ingénieur de talent, mais c'était un organisateur hors pair, Korolev. Et cela rendait possible de réunir ensemble un grand nombre d'organisations, des centaines d'organisations qui participaient à ce projet. Et finalement, troisième cause de notre perte, de notre échec, c'est une gestion inefficace. Et cette absence de ligne claire et d'approche détaillée, intelligente de la part du gouvernement d'alors, du gouvernement de l'Union soviétique. Et comme résultat,
on a eu une sorte de dispersion de moyens et suite à ça, on a adopté une politique trop loyale par rapport à ces deux rivaux, ces deux ingénieurs, Korolev et Cholomey. Et suite à ça, on n'a pas réalisé ce projet ambitieux et qui a montré son efficacité suite à plusieurs vols. Et il s'agit du projet de vol sur la Lune, vol habité autour de la Lune. Et concernant l'atterrissage sur la Lune, c'est une autre histoire plus compliquée. Mais je dois souligner que nous n'avons pas été mis totalement hors de cette course lunaire et nous avons pu réaliser quand même une expérience de portée historique à l'aide d'appareils spatiaux automatiques qui ont été réalisés grâce au talent de Babakin lui-même en tant qu'ingénieur en chef et grâce aussi à son collectif remarquable. Et OK. Donc à l'Institut de Vernadsky, il y a le sol lunaire qui existe et qui est préservé là-bas, qui a été ramené sur la Terre d'une façon automatique, sans participation des hommes. Et nous utilisons jusqu'à maintenant ce matériau très précieux pour conduire des recherches et des expériences là-dessus. Et donc, il y a tout un programme auquel je participe parfois. Donc, il s'agit non seulement des vols ponctuels, comme c'était dans le projet Apollo. Le projet Apollo avait surtout une motivation politique. Et c'est pas par hasard que vous avez commencé votre question par le discours de Kennedy. Actuellement, il s'agit tout simplement d'une exploration prolongée de la Lune. Et donc, actuellement, notre division travaille d'une façon très active pour réaliser ces recherches à long cours. Alors justement, à l'Institut Vernadsky. Pardon. Donc justement, vous parlez de ces sondes et de ces robots qui ont exploré la Lune de façon automatique. Donc il y avait, comme vous l'évoquez, les sondes Luna 16, Luna 20, Luna 24 qui ont ramené des échantillons sur Terre. Mais il y a eu aussi, comme l'a évoqué Thierry, les Lunarods, c'est-à-dire les petits robots à roues motorisés qui ont roulé sur la surface de la Lune. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces Lunarods, l'Académie des sciences d'Union soviétique avait prévu d'installer un réflecteur laser. C'est un système avec lequel on pouvait réfléchir un rayon laser depuis la Terre pour mesurer la distance précise entre la Terre et la Lune. Mais au final, en pleine guerre froide, ce réflecteur laser soviétique n'a pas été installé sur Lunarod et à la place, on a installé un réflecteur laser français. Ce qui est assez surprenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le réflecteur soviétique a été supprimé et pourquoi est-ce qu'on l'a remplacé par un réflecteur français? Вы знаете, я думаю, что вы мне еще зададите. Je sais que vous allez me poser encore une question sur la coopération franco-soviétique, à laquelle j'ai beaucoup participé. Et donc, c'est bien à cela qu'est liée la raison principale de cet abandon du réflecteur russe, soviétique. Lorsqu'on a travaillé sur la création de Lunarod, la machine, le véhicule lunaire,
Donc, on a considéré deux modèles, un modèle français et un modèle soviétique de réflecteurs. Donc, effectivement, le modèle français, la conception française était meilleure. C'est pour ça qu'il avait été choisi. Il a gagné le concours, si vous voulez. Et l'autre raison très importante, c'est que nous avions une très bonne relation, une très bonne coopération avec les Français à l'époque, et ceci a joué son rôle, bien évidemment. Nous avons effectivement essayé de satisfaire les souhaits des scientifiques français de participer à l'exploration de la surface de la Lune. Alors, par contre, merci beaucoup. Plusieurs années après, en 1984, l'Union soviétique a envoyé 2 sondes qui s'appelaient Vega, qui sont allées, dans un premier temps, explorer la planète Vénus, et ensuite qui sont allées photographier la comète de Halley. C'était une mission merveilleuse. Et donc, lors de ces missions Vega, on a fait voler dans l'atmosphère de Vénus des ballons. Des aérostats. Et à l'origine, le projet, c'était que ce ballon devait être fourni par la France. Et là, c'est l'inverse de Lunarod, c'est qu'au final, le ballon français, l'aérostat français a été abandonné et remplacé par un aérostat soviétique. Alors, est-ce que vous vous rappelez pourquoi? Вы знаете, вопрос о полете аэростатов на Венеру. Concernant les vols de ces ballons sur Vénus, c'est une question très dure pour moi. C'est un problème très pénible pour moi. Je suis toujours amer lorsque j'y pense. C'était pour la première fois que l'idée d'envoi des ballons dans l'atmosphère de Vénus, dans les nuages, avait été exprimée pour la première fois en 1972 déjà. À l'époque, on était très étroitement en communication, en coopération avec des collègues français. Moi, à l'époque, j'allais souvent en France, mais peut-être après, plus tard, j'allais encore plus souvent en France. Mais à l'époque aussi, il s'agissait des rencontres très utiles, très fructueuses, avec des gens qui réalisaient le programme de recherche spatiaux en France. Recherche spatiale en France. Comme vous savez très bien, le programme Intercosmos qui avait débuté en 1965 et à laquelle ont pris part principalement les pays du camp socialiste. Il s'agissait de l'Europe de l'Est, de la Mongolie, de Cuba. Donc, elle a été envoyée en 1965, mais grâce à la sympathie, à l'affection qui existe historiquement entre nos deux pays, déjà en 1966, la France s'était jointe à cet accord entre les pays socialistes, qui existait entre les pays socialistes. Et donc, il faut rappeler que l'accord officiel intergouvernemental a été signé d'abord entre la France et l'Union soviétique, et seulement après avec d'autres participants du programme Intercosmos. C'était un fait historique très important, très intéressant. Et à l'époque, j'avais beaucoup discuté avec Hubert Curiel, Jacques Blamont, et déjà en 1972, lorsque j'avais rencontré Jacques Blamont, on avait discuté pour la première fois de la possibilité
d'envoi de ce ballon aérostatique sur la Lune. Surtout depuis le vol, la mission de Vénus, de Venera, sur lequel il y avait mes dispositifs d'éclairage que j'avais inventés. Et effectivement, nous avons vu à quelle hauteur dans l'atmosphère de Vénus, il y a effectivement des nuages, une couche de nuages. Et donc, effectivement, Blamont, mon collègue Blamont, il s'est passionné pour l'envoi de ces ballons sur la Lune. Mais lui, à l'époque, il proposait d'envoyer des ballons relativement petits. Et nous avions proposé un gros ballon. Donc, pour la surface de pas 2-3, mais 10-12 mètres. C'est-à-dire la ligne transversale qui est traversée en diagonale le ballon était de 10-12 mètres de 3, ce qui permettait effectivement d'amener beaucoup plus d'outillage scientifique et répondre à des questions très intéressantes sur le plan de la recherche. En 1974, lorsque j'étais à Moscou, j'ai pu organiser une rencontre de Blamont avec Keldysh. C'était un événement significatif parce que Jacques Blamont, qui nous a quittés il n'y a pas vraiment tout récemment, en avril de cette année, on était liés par une amitié, une grande amitié depuis des dizaines d'années avec lui. Jacques Blamont a pu convaincre Keldysh de l'efficacité de cette expérimentation d'envoi des ballons. Et déjà, à l'époque, très rapidement après cette décision, lors de la rencontre de la commission franco-soviétique en Géorgie, nous avions convenu, nous sommes tombés d'accord sur la pertinence de cette coopération. Et en 1977, lors de la rencontre franco-soviétique à Marseille, la rencontre suivante, l'accord officiel avait été signé pour la réalisation de ce projet. Et donc, Jacques Blamont du côté français, M. Marov du côté soviétique ont été des coprésidents de cette rencontre, de cet accord. Il y a un détail très intéressant, c'est que Jacques Blamont voulait réaliser ce projet sur Vénus en 1984 pour l'année anniversaire du premier vol des Montgolfières, des frères Montgolfières. Et donc un travail très intense avait commencé, qui avait duré pendant 3 ans. Et donc un programme très intéressant a été élaboré. Les prototypes de ces ballons ont été fabriqués. Les divisions des compétences étaient suivantes. Nous, on se chargeait de la création du ballon et sa mise dans l'atmosphère de Vénus. Et la partie française donc s'occupait effectivement du ballon, du système du ballon lui-même et de la gondole,
du mécanisme qui était à l'intérieur. Donc effectivement, pendant plusieurs années, cette coopération a duré. Mon équipe travaillait à Toulouse, dans le centre spatial français. Mais en 1981, le nouveau directeur de l'Institut des recherches spatiales Sagdiyev, il s'intéressait plus à un autre projet. Il voulait envoyer un véhicule spatial, un appareil spatial qui devait rencontrer la comète de Halley, qui passait à côté de la Terre en 1986. Donc il a fait beaucoup d'efforts pour annuler le projet franco-russe. Et moi, j'ai résisté comme j'ai pu à cette annulation, mais malheureusement, on n'était pas à égalité. À l'époque, Sagdiyev était un académicien, et moi, je n'étais pas encore membre de l'Académie des sciences. Et lui, il avait utilisé un autre avantage. Il a su convaincre la nécessité d'aller à la rencontre de la comète de Halley au lieu de réaliser des ballons autour de Vénus, du Vénus. Donc, si vous voulez, d'une façon imagée, donc je peux dire qu'on m'a tordu les bras concernant le projet franco-russe, et malgré le fait que le ballon il y avait déjà des prototypes métalliques et était pratiquement prêt au bout de 2 ans au lancement. Le projet a été supprimé. Et donc, effectivement, les moyens qui ont été investis du côté français et du côté soviétique sont passés par pertes et profits. Donc, moi, j'avais tout fait à l'époque pour résister à cet abandon. Et j'étais étonné que Jacques Blamont avait cédé à la pression de Sagdiyev pour arrêter ce projet. Et maintenant, je réponds à votre question. Une fois que j'ai raconté un petit peu la préhistoire de ce problème, les scientifiques français étaient très déçus, étaient même très mécontents que des années d'efforts étaient vains, n'ont servi à rien. Et donc, ces scientifiques n'ont pas répondu, y compris Jacques Blamont, à la proposition de Sagdiyev pour qu'à la place du gros ballon déjà bien avancé, créer des petits ballons. Parce que le projet Vega comprenait sur son chemin, en allant vers la comète de Halley, la descente d'une capsule d'un véhicule sur Vénus et un manœuvre supplémentaire autour de Vénus pour acquérir de l'énergie nécessaire pour aller vers la comète de Halley. Et malgré tout, donc en fait,
la partie soviétique a décidé finalement donc s'est chargé de la création de ces petits ballons. Pour moi, c'est une histoire très pénible, comme j'ai déjà dit. Pour moi, ça voulait dire 3 ans de vie de perdu, 3 ans de vie très, très intense qui n'avait abouti à rien. Donc, je peux même rajouter que nous avions perdu une possibilité très intéressante de connaître beaucoup de choses sur la microstructure, la composition chimique des nuages uniques autour de la planète Vénus. Maintenant, on le dit très souvent dans les agences spatiales russes et américaines, et c'est toujours un objectif qui est posé devant le nouveau projet, mais malgré ces jugements qui ne sont pas complètement justifiés, le vol vers Vega n'a pas donné grand-chose finalement. Donc, je demandais à Mikhail Yakovlevitch que, donc, suite à la visite du général de Gaulle en URSS en 1966, donc, une grande coopération franco-soviétique a démarré et puis elle a été ensuite un petit peu oubliée. Et Jacques Blamont, dans un article qu'il a écrit il y a quelques années, il avait écrit que si cette coopération franco-soviétique avait redémarré, c'était grâce à Mikhail Marov. Alors, donc, je demande à Mikhail Marov, Mikhail Yakovlevitch, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur cette période et surtout nous raconter le rôle que vous avez joué pour que cette coopération entre la France et l'Union soviétique redémarre? Vous savez, je ne vais pas surestimer mon rôle, mais oui, j'ai pu influer sur cela. Peut-être que j'ai influé sur cette coopération à cause de mon activité dans cette organisation dont vous m'avez demandé de parler au début, le Conseil interministériel scientifique et technique relatif aux recherches spatiales. Donc, on en a parlé. Et j'ai pu utiliser l'influence et l'autorité, cette grande autorité de Keldysh, président de l'Académie des sciences. Et il écoutait ce que je disais. Il me faisait confiance. Et en quelque sorte, grâce à ça, nous avons réussi à conserver de très bonnes relations et avec nos collègues français et nous avons pu conserver notre coopération dans le domaine spatial. Notamment, je sais qu'en France, on a fermé certains programmes, mais nous avions des relations très étroites entre scientifiques français et russes. Et tout d'abord, c'était des programmes relatifs à l'étude de l'espace terrestre proche de la Terre. Il s'agit des projets comme Auréole, Arcade, qui visaient à étudier le plasma spatial autour de la Terre. Il devait étudier ces problèmes liés au temps spatial. Il fallait étudier les caractéristiques de la magnétosphère de la Terre. Il fallait mener des expériences visant à injecter du plasma, injecté depuis des engins cosmiques, dans un des points le long des lignes magnétiques qui lient l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Donc, c'est une sorte d'expérience artificielle qui imite les processus naturels
qui existent réellement dans l'environnement spatial. Oui, effectivement, il y a eu énormément de choses passionnantes qui ont été faites. Alors, je me tourne maintenant vers Thierry Montmerle. Thierry, vous avez aussi connu cette période, mais de l'autre côté, puisque vous étiez déjà chercheur et astrophysicien français à cette époque. Alors, de votre point de vue, comment est-ce que vous avez perçu cette coopération franco-soviétique? Qu'est-ce qu'on en attendait et est-ce qu'il y a des projets franco-soviétiques auxquels vous avez participé personnellement? Alors, moi, je suis arrivé dans le jeu, si je puis dire, bien après Mikhaïl, par rapport, mais de façon un petit peu particulière, mais peut-être un petit peu symétrique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma carrière en astrophysique, un petit peu dans une équipe qui était pionnière en astrophysique spatiale au sein du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, au Centre d'études de Saclay, dans lequel il y avait une équipe de scientifiques qui appliquaient, disons, à l'astrophysique et à l'astronomie des méthodes dérivées des accélérateurs de particules. Et en fait, le premier sujet qui nous a occupés, c'était le rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, c'est un grand domaine de l'astrophysique. Ce sont des particules qui arrivent dans l'atmosphère et qu'on va pêcher comme on peut. Et notamment, à une certaine époque, on les pêchait par des ballons. Justement, les fameux ballons dont on a parlé avec Jacques Balmont sur Vénus, ces projets, en fait, avaient déjà leurs ancêtres dans des ballons stratosphériques qui volaient à 40 ou 50 km au-dessus de la Terre pour emporter des détecteurs de particules, des chambres à étincelles. Enfin, je ne vais pas vous donner les détails. C'est comme ça que j'ai commencé en fait, à faire de la physique des particules dans des espèces de nacelles qui étaient emportées à 50 km d'altitude par des ballons. C'est très poétique. Et puis, très rapidement, il s'est avéré que les ballons, bien sûr, allaient laisser la place aux fusées. Alors, il y avait au départ un problème de charge utile. Les ballons pouvaient emporter 100 ou 150 kilos d'instrumentation, mais évidemment, ils n'allaient pas très loin, mais ils restaient en l'air plusieurs heures, voire plusieurs jours, et donc permettaient de faire des recherches de moyenne haleine, disons, même quelquefois des ballons ont été lancés du pôle sud, par exemple. Et puis les fusées sont arrivées et très rapidement, il s'est imposé l'idée qu'il fallait faire des satellites. Et des satellites notamment dans le domaine des rayons X et gamma, parce qu'on a découvert par des fusées initialement que des objets célestes, le Soleil, entre autres, mais d'autres objets, maintenant qu'on connaît sous le nom d'étoiles à neutrons ou trous noirs, émettent des rayons X ou des rayons gamma. Donc ça permet, avec des systèmes d'imagerie adaptés, de localiser leur émission et d'étudier, disons, leurs propriétés et de savoir qu'est-ce qui les fait marcher. Et très tôt, les soviétiques ont été intéressés à une coopération dans ce domaine. Ils avaient des grands physiciens, il y avait Zeldovitch dont on a parlé tout à l'heure, et un autre qui était plus proche de nous, qui s'appelait Rachid Souniaïev, qui était bien sûr académicien maintenant, et qui était très proche et qui disait mais on a des capacités de lancement, notamment de gros satellites, et donc il est allé un petit peu voir les gens qu'il connaissait pour savoir si on pouvait mettre des expériences extrapolées de celles qu'on envoyait sur les ballons, enfin extrapolées en sophistication, mais interpolées en taille et en poids pour qu'elles tiennent sur des satellites. Alors, une des premières expériences auxquelles mon laboratoire a passé à Saclay s'est déroulée dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. C'était un satellite qui a fait la première carte en rayons gamma de la galaxie. Et ça intéressait beaucoup pour des raisons scientifiques, les équipes de Souniaïev et autres. Et petit à petit, un projet est né. Alors, dans le cadre de la coopération franco-soviétique, mais plus celle du général de Gaulle. Elle avait évidemment évolué, les agences spatiales étaient devenues beaucoup plus importantes, le CNES, le Centre national d'études spatiales français, pilotait énormément de projets, soit d'application spatiale, soit de recherche spatiale, et c'était le principal fournisseur de finances, disons, pour ces expériences. Et donc, on a participé très activement à un satellite qui s'appelait Granat, qui a été lancé en 1900, qui a fonctionné de 1989 à 1994. Donc, il a été lancé avant, disons, l'arrivée de
la chute de l'Union soviétique. Et ce satellite emportait plusieurs instruments, dont des instruments français. Et donc, cette collaboration a été très, très active. Et je dirais, elle a été presque intime. Je peux vous raconter quand même une anecdote qui signe bien l'époque. D'abord, une époque, alors il faut signaler que tout à l'heure, je parlais de la guerre froide et de, disons, l'antagonisme Est-Ouest. Évidemment, tout ça, c'était en train de basculer. Le climat, notamment en collaboration scientifique, était beaucoup plus serein, même si par derrière, il y avait évidemment des dissensions politiques, mais le climat, les scientifiques avaient appris à se connaître, à s'apprécier. Et cette collaboration a été extrêmement amicale, et tellement amicale que figurez-vous que maintenant on dit les satellites, ça envoie les données par Internet, par tout ça. Ben, pas du tout. À l'époque, Internet n'existait pas en 1989. On n'avait pas encore des transmissions de données efficaces. On avait de la télémétrie depuis les satellites jusqu'à la Terre, et ensuite ces données étaient enregistrées sur des bandes magnétiques, et là c'était très compliqué de les renvoyer ailleurs. Or, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que les deux équipes, soviétiques d'une part et françaises d'autre part, aient accès à ces données, les traitent, les interprètent et échangent leurs conclusions pour pouvoir, disons, faire de la science. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les Français? C'est que mes collègues, moi j'étais encore un petit peu jeune pour faire ça, mais mes collègues, en fait, ont institué avec le CNES un système de navette dans lequel les gens, physiquement, allaient de Saclay en Crimée, où il y avait un centre d'écoute des satellites, à Yevpatoria, près de Simferopol, que Mikhail doit peut-être connaître. Et mes copains passaient 2 mois ou 3 mois à tour de rôle toute l'année, pendant plusieurs années. C'est passé comme ça. Ils revenaient, ils prenaient l'avion avec une tonne de bandes magnétiques qui étaient analysées à Saclay. En plus, il y avait des problèmes d'ordinateurs qui n'étaient pas les mêmes dans les 2 pays. Enfin, c'était quand même très compliqué. Et puis, mon Dieu, eh bien, disons que la collaboration a été tellement, disons, chaleureuse et intime qu'un certain nombre de mes collègues, mon Dieu, ont épousé des soviétiques, des Russes qui étaient là. Et voilà, et donc il y a des couples franco-soviétiques qui se sont formés à cette occasion-là. Bon, ça c'est un peu pour l'anecdote, mais l'idée qu'on avait des bandes magnétiques qu'on transportait, c'est quand même important à comprendre. Et évidemment, disons, les événements en Union soviétique que nous connaissons bien se sont déroulés et ont abouti à un changement en 1991. Le satellite Granat continue à tourner, il a continué à tourner, à être source d'observations astronomiques importantes jusqu'en 1994. Alors, c'est posé la question de la suite à donner. Mais en fait, la suite à donner, elle a été... alors, c'était toujours une collaboration entre les Russes et les Français, mais évidemment, là aussi, les agences s'étaient développées et la France faisait des expériences spatiales essentiellement dans le domaine avec l'Agence spatiale européenne. Donc, le projet suivant, qui était un satellite qui s'appelait Intégral, a pris la suite de Granat, mais dans un cadre différent où il y avait comme partenaire l'Agence spatiale européenne avec comme acteurs principaux la France et l'Allemagne, d'une part, et d'autre part l'Agence spatiale russe, qui fournissait aussi des instruments où il y avait des partages de données. Il y a eu un centre de données à Genève, un centre de traitement de données à Moscou, etc. Bon, c'est un satellite qui tourne toujours, qui a été lancé en... Attendez que je vérifie. Voilà, il a été lancé en 1997 et il est toujours en 2002, pardon, 2002, donc il a fallu un peu de temps après Granat, et il est toujours en orbite autour de la Terre et il fonctionne toujours. Donc on est pratiquement à 20 ans de fonctionnement et donc dans ce domaine particulier, à 20 ans de collaboration franco-soviétique et européenne et soviétique, bien sûr. Donc c'est évidemment, l'Union astronomique internationale est un petit peu par derrière pour un certain nombre de choses, mais disons que les problèmes de relations entre les astronomes sont tout à fait dans une atmosphère tout à fait différente de l'époque. En tous les cas, pour moi, donc j'ai toujours été extrêmement intéressé par les projets soviétiques d'abord, russes ensuite, et il se trouve que j'étais dans un laboratoire à Saclay, qui était un laboratoire de physique au départ, qui est devenu de l'astrophysique puis de l'astronomie. L'astronomie, on va dire, c'est là où on connaît les objets, on observe les objets avec lesquels on fait de la physique, et dans lequel on appliquait donc des instruments, de l'instrumentation de physique des particules
à l'espace, et c'est grâce beaucoup à la collaboration avec les soviétiques puis les Russes qu'on a pu mener ça à blanc. Et de toute façon, c'était vraiment vécu comme étant la continuation de cette collaboration qui avait été initiée au temps du général de Gaulle, évidemment à l'époque pour des raisons politiques. En fait, ces raisons politiques se sont peu à peu dissipées d'une certaine façon. C'est devenu de la politique scientifique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des grandes expériences dans un contexte international. Ça n'empêchait pas mon laboratoire de faire des expériences à bord de satellites américains, bien entendu. Et évidemment, il y avait des expériences à bord de la station spatiale, où il y avait ensuite des collaborations entre les Russes et les Américains, puis les cosmonautes, les astronautes, les spationautes ont été comme ça. Donc évidemment, cette collaboration a changé de nature, mais il faut bien voir qu'elle est encore très vivace chez nous. Et puis il y a cette tradition, ces grands noms dont Mikhail parlait tout à l'heure, Blamont, etc. Il y a nos amis, nos collègues de Toulouse aussi que Mikhail a mentionné, qui ont été très actifs et qui sont toujours très actifs dans le domaine. Donc tout ça, c'est une belle continuité qui n'a peut-être pas autant de visibilité à cause de disons, la façon dont les nouvelles se propagent que les satellites américains, etc. C'est dans un domaine qui est un peu plus difficile, l'astrophysique des hautes énergies, mais moi je tiens beaucoup, à chaque fois que j'en ai l'occasion, à saluer, disons, toute cette génération, et j'avoue que j'ai été très ému d'entendre Mikhail évoquer toute cette période que moi j'ai vécue, disons, plutôt à l'époque, au moins au début, comme un jeune étudiant qui démarrait dans ces domaines qui étaient pour moi complètement pionniers. Vraiment, c'était en France, il faut bien voir que ces domaines n'étaient pas du tout le sujet d'études principaux de la communauté astronomique française. On était un petit peu regardés comme des êtres un petit peu étranges, des extraterrestres qui faisaient des choses que personne ne comprenait. Et en fait, quelquefois, on avait meilleur contact avec nos collègues russes qu'avec nos collègues français, par exemple. Bon, ben, tout ça, bien sûr, c'est des souvenirs, ça s'est un petit peu estompé, mais je crois qu'il faut vraiment insister sur cette hérédité, sur cet héritage, plus exactement, qui a été très important pour moi, pour mes collègues, et puis pour nos deux pays. Je crois que Mikhail a joué un rôle donc très important. Il a été là, et indirectement, même s'il s'occupait de ballons sur Vénus et moi de rayons X venant des étoiles à neutrons, eh bien, je crois qu'on lui doit certainement quelque chose pour avoir maintenu la flamme, même si la flamme s'est un peu éteinte quelquefois. Eh bien, il y avait encore des gens qui ont su la rallumer à coup de moteur de fusée, on va dire. Eh ben, merci beaucoup Thierry Montmerle de partager ces souvenirs avec nous. Alors, il est 19h38, donc on va devoir conclure. Je voudrais juste poser une dernière question à Mikhail, qui nous vient d'un auditeur qui nous écoute et qui nous demande, qui nous dit que l'Union soviétique a envoyé beaucoup de sondes sur la Lune, beaucoup de sondes vers Vénus avec beaucoup de succès, quelques-unes vers Mars également, mais jamais, l'URSS n'a jamais envoyé de sondes vers les planètes lointaines, Jupiter, Saturne, etc. Alors que les Américains, eux, l'ont fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais cherché à envoyer quelque chose, à envoyer un robot sur les planètes externes ? Oui, je peux expliquer ça facilement. Ce n'est pas un secret. Nous avions un retard considérable par rapport à nos collègues occidentaux, surtout par rapport aux Américains, en ce qui concerne l'électronique. Dans la partie qui concerne la fiabilité, les ressources, les appareils électroniques et surtout, à l'époque, il n'y avait pas de puces, mais des appareils semi-conducteurs qui, de par leurs caractéristiques, leur qualité, étaient moins fiables que les appareils créés par les Américains, les collègues américains. Donc pour nous, envoyer un appareil même sur Mars,
Donc, l'envoi sur Mars, c'était un problème pour nous. Mais la distance, problème de la distance est résolu. Mais le problème des systèmes dont on avait besoin pour envoyer sur Jupiter, par exemple, pour les planètes plus lointaines, là, on ne pouvait pas les utiliser parce qu'ils n'étaient pas assez fiables. Eh ben, merci beaucoup, Mikhail Yakovlevitch, de cette réponse très claire. Donc, écoutez, moi j'en ai fini avec mes questions. Alors, merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Mikhail d'y avoir répondu avec autant de clarté et avec autant d'enthousiasme qui fait vraiment plaisir. Et je redonne la parole à Constantin. Николай, спасибо большое, merci beaucoup. Я единственное, с вашего разрешения, прежде чем идем к... Si vous me permettez, avant de passer à la suite, ce sera une partie très courte encore, mais je voudrais poser une question à Mikhail Yakovlevitch. Cette question a été déjà posée en russe, peut-être. On n'a pas fait attention suffisamment à cette question. Lorsque vous avez parlé du programme spatial sur Vénus, Jacques Blamont avait laissé ses souvenirs sur la coopération franco-soviétique et le rôle de De Gaulle et Gaston Palevski avaient participé à cette coopération. Malheureusement, il y a très peu de choses que je peux ajouter sur le rôle de Gaulle, mais par contre, je peux dire quelques mots sur le rôle très important d'Hubert Currière. Hubert Currière avait des positions importantes dans le centre au CNES et dans l'agence spatiale européenne. On s'était rencontré avec lui plusieurs fois, on avait discuté des problèmes de coopération non seulement dans l'espace circumterrestre, mais concernant les recherches astrophysiques aussi. C'était une page très importante, mais surtout, qu'est-ce qui me fait chaud au cœur surtout, c'est qu'on avait beaucoup parlé d'une page très importante de notre coopération, c'est des vols pilotés. Moi, j'ai été copain pendant assez longtemps d'ailleurs, avec Jean-Luc Chrétien, votre astronaute qui avait été envoyé dans l'espace sur Soyouz T6 en 1982. Après, sur Soyouz T7, il était parti dans l'espace qui avait arrimé à la station orbitale Salyut 7. Et puis son troisième vol, c'était sur le véhicule américain Atlantis. Donc, c'est toute une galerie de cosmonautes français qui, grâce à cette coopération et avec la bénédiction des dirigeants très haut placés des deux côtés, ont eu la possibilité d'aller dans l'espace. Et déjà, dans ces années-là, tout au début, avaient transformé la France en puissance spatiale. Merci, Mikhail Anatolievitch, pour vos réponses. Moi, je voudrais juste vous dire que on connaît depuis un moment déjà certains des participants de cette conférence. J'ai travaillé auprès de représentations russes à l'UNESCO et là, j'avais rencontré pour la première fois Mikhail Anatolievitch et j'avais appris à l'époque beaucoup sur le programme l'héritage culturel mondial spatial. Il s'agit de l'héritage du patrimoine mondial. Et effectivement, nous avons rencontré M. Padalkin, qui a resté très longtemps dans l'espace. Il a battu les records. M. Sidorenko, qui avait volé avec un astronaute français. Donc, à chaque fois, je parle beaucoup des réalisations de la Russie dans le domaine du patrimoine spatial. Notre participant suivant
c'est Madame Anna Sidorenko qui représente le secrétariat de l'UNESCO. Il est à l'initiative, il est co-organisateur d'une initiative thématique qui parle de, du patrimoine astronomique de l'UNESCO. Et Madame Boujnevskaya également est une cofondatrice de cette initiative. Voilà, je veux d'abord écouter Madame Anna Sidorenko. Merci pour cette possibilité. Je vais parler russe pour qu'on puisse, avec Olga Borisovna, présenter très brièvement l'histoire de cette initiative et la participation de Mikhail Yakovlevitch et aussi du soutien qui a été apporté à cette initiative par Monsieur Montmerle. Donc, il a été à l'origine de la création du premier groupe de travail auprès de l'Union internationale astronomique. Je ne sais pas si on va avoir quelques diapositives pour montrer les dates clés de la participation de Mikhail Marov à cette initiative. L'initiative a été proposée en 2003 avec le soutien de l'ancien directeur général Barbozo, qui était le directeur de l'agence spatiale russe en même temps avant. Mais c'est bien la proposition de en 2007, lorsqu'on a fêté l'anniversaire du vol du premier Sputnik, que cette initiative avait été bien proposée et avec Olga Borisovna, nous avons pu effectivement présenter ce sujet en France et il a eu des échos à l'époque et a attiré d'autres organisations, y compris Jean Adouze, qui était à l'époque président de la Commission nationale de la France auprès de l'UNESCO. Mikhail Yakovlevitch Marov avait répondu à l'appel que nous avons exprimé, prononcé en 2007 et depuis 2009, il est devenu l'un des principaux personnages qui avait poussé cette initiative en avant pendant 10 ans pratiquement, donc sur dans différents centres de conférences, sur différents sites, où, par exemple à Kazagne, nous sommes rencontrés par la suite, où on a fait quelques définitions et donc on a essayé de trouver le moyen pour commémorer ce patrimoine international spatial. Effectivement, on a cherché de le transformer en patrimoine mondial. On a analysé comment ça pourrait être fait dans le cadre de l'UNESCO. Beaucoup de négociations ont eu lieu et en 2012, grâce à Konstantin Volkov, qui dans le cadre du comité de patrimoine mondial, lors d'une session qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg, lorsqu'on a célébré le 40e de la Convention, il s'est prononcé à l'époque pour soutenir cette initiative et à l'époque, il avait dit que cette initiative sur le patrimoine astronomique devait être élargie et devait comprendre également une recherche globale thématique sur le patrimoine technologique lié à l'exploration spatiale.
Et donc, à partir de cela, de ce moment-là, avec le soutien de la Fédération de Russie et la Commission nationale française, une rencontre spéciale avait été organisée. Vous voyez une photo historique de la table ronde qui réunissait tous les pays leaders dans le domaine de la conquête spatiale pour pousser plus loin cette initiative. Et M. Marov fait partie des participants de cette table ronde. En 2014, avec le soutien de Kaspar, la première conférence a eu lieu sur l'élaboration des recherches méthodologiques pour effectivement mettre en œuvre cette initiative. Nous avons très peu de temps, malheureusement, pour parler de toutes ces négociations, de toute cette coopération qui a eu lieu, mais vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur notre page web qui sera présentée durant cette présentation, durant cet exposé. Je voudrais souligner le rôle de M. Montmerle grâce à sa direction. Grâce à lui, en 2013, un groupe de travail avait été créé. Et la première réunion a eu lieu, donc effectivement, sous la présidence de M. Marov, aux États-Unis, sur les îles Hawaï. Et donc, effectivement, dans le cadre de l'UNESCO, une convention a été signée pour le patrimoine spatial mondial. Ensuite, il y a eu des recherches entre 2014 et 2017, des recherches de M. Marov sur le cosmodrome Baïkonour qui se trouve dans la République de Kazakhstan. Donc, ce cosmodrome, ce pas de tir avait été choisi pour déterminer les critères selon lesquels différents sites peuvent être considérés comme patrimoine spatial. Justification. Et donc, effectivement, des définitions qui pourraient servir de preuve pour la communauté internationale pour devenir patrimoine mondial. Avant de passer la parole à Olga Borisovna pour qu'elle puisse compléter mon exposé, je voudrais vous montrer la dernière planche où vous voyez le fait que plusieurs pays ont donc choisi les personnes qui servent de coordinateurs pour pousser cette initiative, pour promouvoir cette initiative dans différents pays du monde. M. Marov avait proposé de réunir toutes les agences spatiales les plus importantes et créer dans le cadre de l'UNESCO, avec la participation de l'UNESCO, un groupe de travail qui pourrait faire la promotion continue de cette initiative dans le cadre des conventions de l'UNESCO. Merci beaucoup. Maintenant, Madame Bujnevska. Depuis 2004, lorsque Anna Pavlovna a dit qu'une initiative avait été lancée à Venise, une initiative thématique, moi, depuis cette époque-là, je suis coordinateur du côté russe de cette initiative. Je dois dire que c'est une initiative formidable qui permet effectivement de éterniser, si vous voulez, ce patrimoine
de le protéger, de le préserver pour des siècles. Effectivement, chaque site doit être protégé et ça coûte très cher. Il y a des kilomètres de protection qui doivent être financés. C'est très compliqué. On s'était concentré sur des observatoires astronomiques. Par exemple, l'observatoire de Pulkovo à Saint-Pétersbourg a fait partie de ce patrimoine spatial. Il y en a d'autres qu'on a cherché à inclure. Et l'observatoire d'Engelgard au Tatarstan aussi va éventuellement être inclus dans la liste de ce patrimoine spatial. En dehors de cela, je voudrais aussi mentionner une autre coopération. Il s'agit de la coopération franco-soviétique. Nous avions eu des relations très étroites avec le professeur Shatman de l'Institut astrophysique. C'est un savant, un très grand savant. Notre groupe était dirigé par le professeur Mosevich. C'était la coopération avec les Français sur l'évolution des étoiles. Et donc, ce problème a été étudié pendant 10 ans et a donné beaucoup de très bons résultats. Maintenant, quelques mots sur l'UNESCO. Si vous avez des questions, je peux répondre. Moi, je pense qu'il n'y aura plus de questions parce que nous, on est à la fin de notre réunion. Non, excusez-moi, il y a une question. Bon, c'est pourquoi? Je ne voulais pas te poser de questions. Formuler quelque chose. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. Merci beaucoup pour cette conférence. D'accord, bon, merci. Merci pour votre participation. Ну, значит, тогда мы продолжаем. Ольга Борисовна, и всех участников хотел бы искренне поблагодарить, потому что, мне кажется, у нас сегодня получился очень обстоятельный, очень серьезный разговор. Je voudrais remercier tous les participants. Nous avons eu un dialogue très intéressant avec les gens très compétents qui connaissent bien cette période très importante, difficile et très importante à la fois. Des pages très importantes de coopération franco-soviétique, franco-russe dans le domaine spatial qui n'étaient pas connues de tout le monde, mais qui pouvaient nous servir de repères, de nouveaux repères aujourd'hui dont nous devons nous inspirer. Donc, Thierry Momerle a parlé des nouvelles dates. Je pense que l'année prochaine sera le 60e anniversaire du premier vol de l'homme dans l'espace. Effectivement, il y aura un programme spécial en Russie et dans d'autres pays. Et je pense que en Russie, nous avons célébré ce genre d'événement, ce genre de jubilé. Et effectivement, dans notre centre aussi, il y aura quelque chose de prévu. Et nous allons continuer les contacts avec M. Marov, M. Momerle et avec d'autres personnes parce que tout ceci porte un symbole de qualité, cette coopération. Je voudrais aussi nous adresser à nos auditeurs pour demander quelle est la personne qu'ils voudraient voir être invitée à notre prochaine rencontre dans le domaine spatial. Je pense que vous pouvez avoir éventuellement des questions, des préférences concernant les événements ou des personnages. À travers Nicolas Pillet, vous pouvez effectivement nous proposer quelques idées concernant le sujet de nos prochaines rencontres. Si il n'y a plus de questions, y compris Madame Zarkan, nous allons passer à la conclusion. Je voudrais remercier, comme d'habitude, tous les participants, tous les conférenciers, tous les exposants. Je voudrais remercier nos interprètes qui ont traduit en simultané nos échanges. Je les remercie pour leur travail. C'est pas facile de traduire la terminologie spatiale. Et je voudrais aussi remercier M. Marov qui sait très bien parler pour les interprètes, pour que les interprètes puissent suivre. Donc aussi mes remerciements à nos administrateurs techniques et à tous les
organisateurs connus et inconnus de nos téléconférences. Donc là-dessus, je voudrais terminer. À une prochaine fois. Merci beaucoup pour une organisation parfaite et très professionnelle de tout cela. Merci beaucoup. Au revoir.